Et oui, c'est bien sûr l'analyse qui démarre ainsi sur Matin d'Eden. Si vous venez de nous rattraper, vous êtes bien sûr en direct sur la télévision Eden TV, suivant bien sûr Matin d'Eden. Bonjour à vous, Laurent Tonekes. Arthur Hendo, bonjour. Téléspectateurs, internautes, auditeurs, bonjour. Hugues Tozogo, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. La pleine forme. Et la fraîcheur? On gère comme un peu. D'accord. Hugues Tozogo, bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour à mon très cher Roland. Bonjour également Bonjour. aux téléspectateurs, aux auditeurs de la Diaspora FM. Bonjour Nos aux internautes amis également. internautes qui sont en train de nous suivre en direct. La pleine forme? Oui, ça va. Ça va. D'accord. Allez, Hugues Tozogo, le premier sujet, c'est bien sûr relatif à Nouroudine Saka Saleh, qui était l'invité de l'entretien du dimanche, ce dimanche justement, hier, avec donc la Mabalo. Ils ont parlé un peu de l'actualité politique. Nouroudine Saka Saleh, qui était véritablement absent il y a un bon moment sur la scène politique, mais que l'on retrouve par moment avec certaines personnalités, comme notamment Amoussou Bruno, sa position par rapport aux primaires au sein du parti, les démocrates, à quelques mois, quelques semaines des élections générales. Quelle est votre appréciation? Est-ce le grand retour de l'homme? Avant que je ne puisse donner mon appréciation, je voudrais quand même m'incliner devant la mémoire de deux de nos confrères qui nous ont quittés en fin de semaine. Tout à fait. Je vais parler de Dieudonné Giwa Akpo, qui se retrouve de la télévision nationale, être de la SRTV et de notre grande sœur Aïssa Beki, ancienne correspondante de RFI. J'ai eu la chance de côtoyer un des deux, notamment Dieudonné Giwa Akpo. J'ai eu la chance de travailler avec lui de 2017 à 2019 à l'ORTB. Très calme, Dieudonné. Dieudonné, pendant les 2 ans que nous avions passé à l'URTB, je ne l'avais jamais vu fâché. Et s'il y a eu un différent entre vous? Un acteur, non, je ne parle pas de différent, parce que Dieudonné n'est même pas celui qui se retrouve dans ces genres de situations. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus aujourd'hui qu'on témoigne. Vous allez aujourd'hui à la SRTV et vous essayez de chercher à savoir qui a été l'homme, on vous dira qu'il a été très effacé. C'était un très bon travailleur. Un très bon travailleur. Moi, pour la petite expérience, quand j'étais à l'URTB, pendant mes 2 années, je faisais la présentation de la chronique. Et Dieudonné était mon premier lecteur. Imaginez-vous, il était mon premier lecteur. Et toutes les fois où un lecteur fidèle, j'avais un lecteur fidèle qui se donnait le devoir de me corriger pratiquement tous mes contenus avant que je ne passe à l'antenne. On se donnait rendez-vous pour 5 h du matin. Dès que tu es là, il arrivait que je vienne en retard, mais Dieudonné était déjà au bureau, positionné derrière son ordinateur, donc derrière son écran, et m'attendait. On a passé ces deux années à l'ERTB comme des frères. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui aurait pu être davantage affecté par ce départ-là, c'est le chef production, Gilles Odilon Yakoubou, parce qu'il a été effectivement son homme de main. Dieudonné, vous ne verrez pas cette mission-là que vous lui confiez et qu'il ne puisse pas le faire avec sourire aux lèvres et très bien le faire. Et partir à pratiquement 36 ans de vie sur Terre, pour moi, je pense que c'est un grand coup. Et quand... Une perte énorme. Une perte énorme. Le mauvais souvenir que je garde, c'est qu'il a pu chercher à ce que je puisse être à plusieurs reprises son invité sur l'émission Bonjour le Bénin. Malheureusement, je n'ai pas pu y répondre parce que c'était un choix. Je me suis retrouvé désormais ici.
Indépendamment justement de votre volonté. De ma volonté, je ne pourrais quand même pas continuer par faire le tour des organes de presse. Oui. Il fallait quand même rester fidèle à l'organe dans lequel vous travaillez. Donc ça a fait que je n'ai pas pu répondre à cette invitation. La dernière fois où on s'est vu, c'était sur un lieu de reportage, c'était à Ouida. Il avait l'air très bien. Très, très rapidement. Malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Et ma prière pour lui, c'est que miséricorde soit accordée à son âme. À sa suite, le lendemain, donc, on a appris également le décès de la grande sœur Raïssa Guégui, la cinquantaine d'âge. C'est pas aussi beaucoup. Quand on parle de Raïssa Guégui, beaucoup de nos compatriotes savent de qui il s'agit. Journaliste à Golf TV, après par la suite, elle est entrée dans le Océan, monde musical également. Oui, dans le domaine musical, mais elle a été d'abord correspondante à RFI pendant plusieurs années. Et quand vous suivez les différents reportages qu'elle fait, vous vous rendez compte que c'est des reportages assez succincts, mais qui vous permettent de découvrir effectivement ce qui s'est passé sur le terrain. Et devant sa mémoire, je m'incline et je prie le bon Dieu de lui accorder aussi le repos éternel. Parfait. Merci à vous. Je vous en prie. Maintenant, si je dois revenir à votre question, je suis très heureux de la posture dans laquelle je retrouve... aujourd'hui, Nouroudine. Pas aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui. Il a été toujours comme ça. Il a toujours été dans cette posture. Malheureusement, les gens n'ont pas... connu de cette façon, eu la chance de mieux le cerner. Il a souligné sur l'émission qu'il a tenue avec M. Donkla Mabalo que ce qu'il lit, ces différents acteurs dont on parle, n'est pas que de l'amitié et que ça va au-delà, que c'est de la fraternité. Et que ça date de plusieurs années. Et ça date de plusieurs années. C'est pas parce que vous êtes soit de la mouvance présidentielle qu'il faut ou de l'opposition mettre une barrière entre... qu'il faut briser tout lien de fraternité. C'est pas possible. C'est une erreur. Et ça, malheureusement, nos acteurs politiques sont très forts à développer ce mauvais côté. C'est pas parce que... Nous ne sommes pas du même bord. Si vous vous retrouvez aujourd'hui de la mouvance et que je suis de l'opposition, ça ne nous empêchera pas de discuter en tant que frères. Pas du tout. Nous ne sommes peut-être pas du même courant politique. Nous ne partageons pas la même vision. Voilà, la même vision de ce que représente la gouvernance d'un État. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Pas du tout. Nous sommes des frères. Après tout, nous appartenons à une même nation, nous appartenons à une même patrie. Et d'ailleurs, si vous êtes d'un autre courant politique que moi, c'est l'occasion pour que nous puissions discuter, nous puissions faire un débat d'idées. Le débat s'arrête au niveau des idées. Le débat ne va pas au-delà des idées. Ça ne va pas toucher l'individu que vous aviez en face de vous. Malheureusement, les gens ne le comprennent pas. Moi, quand ils voient aujourd'hui Nouroudine Saka Saleh, que j'appelle affectueusement Fofo, avec OCD Amoussou Bruno. Avec Amoussou Bruno, quand même, c'est une grande figure de la classe politique. Donc, on va le lui reprocher aujourd'hui pour trouver que, bon, voilà, le fait qu'il soit avec Bruno Amoussou signifie systématiquement qu'il est en train de changer de posture pour revenir à la mouvance. Non, je pense quand même qu'il y a mieux au sein de la République et au regard de qui est Nouroudine Saka Saleh, quand vous suivez un peu son parcours, quand vous regardez un peu les différentes déclarations qu'il a eu à faire depuis qu'il est rentré en politique, vous vous rendez compte que c'est un homme de conviction. En réalité, qu'est-ce qu'il recherche? Si c'est les honneurs, Nouroudine Saka Saleh a les honneurs. Si c'est le pouvoir financier, il détient le pouvoir financier. Vous pensez? Je le pense. Et vous pouvez mener les investigations, vous vous en rendrez compte. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est l'amour de la patrie. Ce n'est pas parce que je me retrouve avec un acteur de la mouvance, alors que je me réclame appartenir de l'opposition, que systématiquement, on va penser un instant que je rebrousse ce chemin. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe sous nos tropiques.
des gens se retrouvent en politique sans conviction. Sans conviction. Les gens ne savent pas en réalité ce pourquoi ils sont en politique. Ils sont en politique. Donc, mais Hugues Hector Zogo, quand il parle, vous avez suivi quand même sa réaction, en ce qui concerne les primaires au sein du Parti des démocrates, Nouroudine demande plutôt à nous professionnels des médias d'initier, de prendre le devant. Quelle est votre appréciation? Il a entièrement raison. Est-ce à nous, professionnels des médias, d'initier une telle comment j'appelle, primaire? Je vous dis qu'il a entièrement raison. À partir du moment où l'environnement dans lequel on se retrouve ne permet pas aux différents acteurs de prendre effectivement la parole et de pouvoir se libérer. Ah bon, l'univers ne lui permet pas? Vous pensez un instant qu'aujourd'hui, tel que les choses se présentent, un acteur politique puisse facilement prendre la parole et mais faire s'il ne se reproche rien, il peut prendre la parole. C'est pas une question. S'il est sûr, il ne se reproche rien, il peut prendre la parole librement. Ce n'est pas une question de s'il ne se reproche rien. C'est une question de quel est l'arsenal juridique mis en place. C'est une question de quel est l'environnement politique dans lequel nous nous retrouvons. C'est une question de, dès que vous prenez la parole aujourd'hui, tout de suite, quelle est la finalité? Donc, on ne va pas se permettre quand même de penser un instant que les acteurs politiques de notre pays ne prennent pas la parole parce qu'ils ne sont pas... Mais Hugues Hector Zogo, au même moment, certains comme Daniel Eda ont pris la parole, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il est encore libre de ses mouvements. Je n'ai jamais dit que dès que vous prenez la parole, vous n'êtes plus libre de vos mouvements. Ça, c'est votre analyse. D'accord. Mais je vous parle juste d'un environnement qui ne permet pas. Regardez, la mouvance présidentielle, par exemple, qui aujourd'hui prend l'initiative de nous faire connaître ses potentiels candidats. Ses candidats, pas ses potentiels candidats, ses candidats en octobre. Okay. C'est la première fois qu'on assiste à ça. Depuis 1990, qu'on est en train de parler du renouveau démocratique dans notre pays. Voilà, ça voudrait dire que, quelque part, les données ont changé. Et donc, quand les données changent, la presse prend ses responsabilités. Nous réclamons être du quatrième pouvoir. Nous pensons un instant que nous détenons un pouvoir. Alors, si nous détenons un pouvoir, mettons en application ce pouvoir. Il faut exercer ce pouvoir-là. Il nous revient de susciter le débat public. Alors, invitons les différents acteurs pour leur donner la parole. Maintenant, si nous invitons les différents acteurs et qui ne peuvent pas prendre la parole, nous saurons effectivement que ce qui relève de notre devoir, de notre compétence, nous l'avons fait et que ce sont les acteurs politiques qui ne veulent pas le faire en retour. Donc, pour moi, Nouroudine Saka Saleh, par rapport à sa démarche, c'est une démarche juste. Ceux qui doivent permettre à ce que vous puissiez prendre la parole, bien évidemment, au sein des partis politiques, on me dira que le débat peut se nourrir, mais que ce soit au niveau de la mouvance comme de l'opposition, quel est le débat qui se nourrit? Quel est le sujet d'intérêt national sur lequel vous aviez vu aujourd'hui des acteurs politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, se prononcer, ou au point où l'on puisse dire, voici une journée de réflexion. Au cours de cette journée-là, les acteurs politiques se sont retrouvés, ont discuté et sont parvenus à faire une déclaration pour dire officielle. Voici notre position par rapport à tel sujet. Il n'y en a pas. On l'a assez réclamé. Mais là, ce n'est pas inquiétant, Hugues Hector Zogo? Je ne sais pas si c'est inquiétant. Chacun se retrouve à jouer son rôle. Pour moi, en tant que journaliste, ce que je sais aujourd'hui, c'est que le débat public n'existe pas dans mon pays. Et ça pose un véritable problème. Maintenant, est-ce que c'est inquiétant? Les acteurs politiques, en son temps, ils pourront tirer les conclusions, puisque ce sont eux qui animent le débat public. Allez, Laurent Tonekes, bonjour à vous. Oui, bonjour à nouveau à Achi Rendo, pardon. Oui, Hector Zogo. Oui, bon, Achi Rendo. Bon, d'abord, vous permettez quand même que je rende hommage à Dieudonné Idiwa, quand même, oui, une très belle voix qui s'en est allée également. Malheureusement, la mort a pris son quartier général au sein de la presse depuis l'année dernière et on se demande pourquoi et jusqu'à quand. Que se passe-t-il concrètement? Que se passe-t-il et à quand la fin? Donc, une pensée pour notre aîné Raïs Agbedji, une très belle voix également, artiste engagé qui défendait les femmes également à travers ses sorties. Donc, vous voyez, Dieudonné Djiwa que j'ai connu au cours d'un mariage dont j'étais le parrain, j'avoue que je l'ai vu un homme assez humble, je crois que Hugues l'a dit. Il voulait faire un reportage, je l'ai orienté vers la personne, il a fait le reportage et tout le temps qu'on a discuté,
Et j'ai suivi aussi l'hommage à lui rendu par ses collègues de l'Ouest, de la radio nationale. J'avoue que oui. C'était vraiment émouvant. C'était émouvant. Et c'est vraiment l'homme qu'on a décrit, l'homme que j'ai connu. Il y a environ 2 mois, hein, je crois, je l'ai vu dans ma rue. Et il se perdait à retrouver la maison de Isaac Agbatan, qui est l'un de ses collègues. Et ce que j'ai dû lui conseiller, c'est d'aller attendre au bord de la voie et de lui dire, je suis à tel endroit au bord de la voie. Et il disait, bon, on se rappellera mon frère. Oui, j'ai dit, ok, à tout moment. Et donc, après qu'on entend, moi, je n'ai pas entendu qu'il était malade, hein, malheureusement. Ça nous a tous surpris. Oui, qu'il meurt comme ça. C'est vrai que j'ai pu voir hein, dans l'hommage à lui rendu qu'ils se sont vraiment mobilisés à son chevet pour faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Paix à son âme, repos éternel et Dieu donné Diwa. Alors, sur la question de Noureddine Saka Saleh, écoutez, quand il avait fait sortir une opinion, là, les gens ont critiqué, j'ai dit non, vous ne pouvez pas critiquer Noureddine Saka Saleh parce qu'au fond, vous allez le critiquer, mais lui s'en fout, il continue de faire son travail. Un vrai homme, c'est des convictions, et il assume ses convictions. Et ce monsieur-là, il a ses convictions, il les assume. Quelle qu'en soit votre position, votre appréciation, c'est que lui dit ce qu'il pense. Et j'ai vu écoutez, quelqu'un qui était quand même collaborateur d'un ministre d'État et qui en arrive à décider de partir pour ses convictions personnelles, il faut le respecter. Ce n'est pas courant chez nous. Pas du tout, il faut être audacieux. Et ce n'est pas courant chez nous parce que nous n'avons pas des politiciens qui ont un boulot à proprement parler et qui pourraient les occuper et pourraient même se passer de la vie politique. Ce monsieur, il faut le dire, il a son travail. Il sait que si vous l'a dit au cours de l'émission. Oui, si vous ne l'acceptez pas, à un moment donné il fera son travail. Par contre, ceux que nous avons là, la grande partie carriériste politique là, s'ils osent parler, qu'on les éjecte de leur formation politique ou de leur poste politique là, ils deviennent quoi? Ils deviennent pratiquement rien. Et vous voyez, certains parmi eux, quand ils perdent leur position politique, ils deviennent des malheureux dans la société. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à une nouvelle génération d'hommes politiques, des gens qui apprennent à faire quelque chose et qui ont quelque chose sous la main à faire et qui après viennent en politique. Dès lors, ils seront libres de leurs convictions. Quand il dit que la presse doit pouvoir susciter le débat pour les primaires, mais il a raison. Je suis le premier à dénoncer le fait qu'en 2026, nous serons confrontés au diktat de 2 personnalités, Boni Yaye et Patrice Talon, qui seront les derniers à valider toutes les candidatures, qu'on le veuille ou non. Et ça, dans ça, si Noureddine Saka Saleh n'est pas le chouchou de Boni Yaye, il ne passera pas. Par contre, s'il y a des primaires, les militants, les résultats du parti n'auront de choix que d'aller vers les gens, celui que des autres ont choisi. Donc, ce ne sera plus le choix d'un seul individu ou d'un clan au sein de la formation politique. Mais le choix de l'ensemble. De l'ensemble. Ce serait l'avis des résultats du parti, ce serait l'avis des militants du parti. Et c'est en cela que c'est pour ça que je dis, dans la réforme du sympathisant, on dit, oui, certains diront que ça a marché. Moi, mon avis là-dessus est clair, ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on devait commencer par nous montrer, nous habituer à ce qu'on appelle les primaires. Et c'est à partir des primaires qu'on pourra choisir les candidatures. Aujourd'hui, que vous soyez de la mouvance de l'opposition, vous ne pouvez pas vous exprimer à proprement parler. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui sont dans le parti des démocrates, et qui peut-être sont d'accord pour ce que dit Noureddine Saka Saleh, mais qui ne pourront jamais avoir le courage de le dire publiquement. Pourquoi? Si vous le dites, il se peut que vous ne soyez pas aligné pour les communaux ou les législatives qui viennent. C'est la conséquence directe. C'est la conséquence directe. Donc, c'est pour ça que oui, nous devons, nous, professionnels des médias, et comme il le dit, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que nous n'avons pas tous les moyens, parce que nous allons inviter des gens, ils vont trouver des moyens pour nous contourner, nous tourner en rond tout le temps. Mais il faut qu'on commence par vraiment les déranger pour leur dire, venez prendre la parole. On veut vous écouter. Quand on le suit dans sa sortie hier, et quand il évoque la question du Niger, je l'ai évoqué sur ce plateau ici, je sais combien de fois les gens m'ont insulté proprement sur la décision de la CEDEAO. Je l'ai dit, au moment où les chefs d'État décidaient de fermer la frontière pour du Niger, les conseillers du chef d'État auraient pu avoir la présence d'esprit de lui dire, attention, nous serons les premiers à se faire assumer les conséquences. Mais quand je l'ai dit, on m'a insulté, antipatriote, tout ça là. Mais je pense que, oui, on a envie d'écouter des gens comme ça qui peuvent faire des propositions, qui ont en fait une vision. Vous allez voir, les acteurs politiques sont nombreux. Et tout le monde parle politique dans le pays. Oui, c'est normal. Et tout le monde prend la parole. Je vois quelqu'un qui
qui traite les autres, je ne sais pas, d'inculture aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je crois que tout le monde parle. Mais dans tout ce qui parle là, il y a quelques minorités qui disent du concret. Qui dit le concret. Cette minorité-là, qui dit le concret, qui dit ce qu'il faut et ce dont nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin des politiques qui viennent bavarder parce qu'il faut bavarder. Ils sont dans le verbiage. Nous avons besoin des politiques qui en ont dans la tête et qui ont une vision claire. Les politiques qui viendront nous tourner en rond. Écoutez, il a dit, les démocrates là, quand vous les suivez prendre la parole, le plus souvent c'est quoi? Libération des prisonniers politiques, retour des exilés. Ok. Vous prenez le pouvoir. Les exilés politiques sont là. Les prisonniers politiques sont libérés. La suite, c'est quoi? Vous nous proposez quoi? Et c'est ce qu'il dit en réalité. Nous devons alors commencer par réfléchir autrement. Quelle est l'offre? Qu'est-ce que nous proposons? Quelle est l'offre? Voilà. Parce que si nous n'avons pas d'offre et que nous voulons peut-être... Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le terrain sur lequel malheureusement le gouvernement de Patrice Talon est coupable, c'est sur le terrain des libertés fondamentales, à bien des égards où les gens sont en prison, les gens sont en exil, ou bien d'autres histoires, les droits humains on dira en général. C'est sur ce terrain. Mais quand Patrice Talon réussira, par exemple simple, quand il réussira à sortir les exilés, à permettre aux exilés politiques de rentrer, et qu'il va sortir les prisonniers politiques, les politiques vont se concentrer sur quoi? C'est vrai qu'il y a quelques soucis de gouvernance. Et la preuve, on parle du salaire du chef de l'État et de ses ministres. Oui, on parle des constructions et autres. Mais aujourd'hui, s'ils libèrent les prisonniers politiques aujourd'hui et les exilés politiques reviennent ici, aujourd'hui là, est-ce que vous ne voyez pas que déjà le combat prend un coup? Donc quand vous diront c'est pour reconstruire le Bénin, construire ensemble notre nation commune. Oui, Laurent Tony, que les gens là doivent être libérés. Oui, je dis, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire, si le chef décide aujourd'hui de sortir Ricky Amadou, Joël Aïvo, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui là, et ceux qui sont en exil disent, bon, rentrer, ils rentrent tous. D'accord? Il parle de dialogue politique, d'accord? Le chef de l'État organise les assises nationales. Et on va autour de la table, on discute. Après, vous allez voir que déjà, quand il va faire ça, le débat, ce qui lui est reproché à ce niveau, ça va s'estomper. Alors, après ça, à quoi est-ce qu'ils vont s'accrocher? C'est pourquoi je dis, il doit pouvoir réfléchir à nous proposer autre chose que ce qui se passe là. Parce que là où nous sommes là, s'accrocher juste à cela. À un certain nombre de points qui, en réalité, que le chef peut régler selon les circonstances et que selon les situations du moment, il peut décider demain de dire, bon, écoutez, en dispensant cette carte-ci, je vois que je peux atteindre tel objectif. Et il le fait automatiquement. Donc je crois que, véritablement, il faut que le parti, les démocrates, ceux qui sont au sein de ce parti-là, acceptent de nous faire, de venir faire le débat et que nous puissions comprendre à partir de ça, le peuple verra clairement ce qui va. Ce qu'il faut. Parce qu'il a soulevé un point essentiel. Quand quelqu'un est candidat et que son nom est retiré de la liste à la dernière minute, c'est vrai qu'il n'a pas tout dit publiquement, il pourra pas, et ce n'est pas bon d'ailleurs même de dire tout sur un plateau de télévision, mais il y a des choses qui se sont passées au sein de cette formation politique pour que des noms soient retirés. Oui, et quand il le dit comme ça, on doit pouvoir se poser la question de savoir si véritablement tous les militants peuvent aller, en tout cas, dormir sur le laurier au sein de pour dire il n'y a aucun problème, ou alors qu'il y a à craindre une main invisible qui, à tout moment, peut opérer. Et quand ça arrive comme ça, je crois qu'on doit pouvoir accepter le débat, faire le débat et éclairer l'opinion, puisque si le parti se réclame être le parti du peuple, et oui, c'est leur libre choix de le dire, et on attend les résultats, et c'est vrai. Mais s'ils le disent, moi j'estime véritablement qu'aujourd'hui, nous avons le devoir d'assister à un débat. Et c'est pareil pour la mouvance. C'est-à-dire, ceux qui cachent, ceux qui font les réunions nocturnes et qui... Ah bon, il y a des réunions nocturnes, écoutez, si vous voulez, la prochaine fois... J'ai une question pour vous, la prochaine fois, si vous voulez, je vous amène des photos en tant que journaliste investigateur. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous dire que c'est ceux qui font les réunions nocturnes, là, qui se rencontrent là où ils se rencontrent. Tout cela fait partie de oui, de la vie politique. Ils n'ont qu'à commencer par prendre le débat et la parole dans un débat public. Et qu'on essaie de les juger. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'erreur
de voter émotion comme on a l'habitude de faire au Bénin encore en 2026. D'accord. Mais Laurent, que pensez-vous de sa posture qui consiste à être un peu accroché à un certain nombre de personnalités, notamment à Moussou Bruno? Toujours parlant de Nouroudine. J'allais vous poser la question. Arthur Endo, vous êtes Assemblée de Dieu, chrétien Assemblée de Dieu, et on sait que Boni venait à l'église chez vous à Ita. Vous avez eu la chance de le côtoyer par le passé en tant que fidèle de votre église également. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être membre de la mouvance. Exemple, vous n'êtes pas de la mouvance. Si, parce que vous êtes dans UP, que vous ne pouvez pas aller le voir pour lui dire bonjour. Je crois que c'est un faux débat à la limite. C'est ça, en réalité, la politique, ce n'est pas de la haine. La politique, ce n'est pas de l'animosité. Moi, j'ai des amis qui sont de la mouvance. Mais Laurent, attendez, le faire en cette période, c'est quand même... il faut se poser des questions. Donc, vous pensez qu'il y a un moment pour... Donc, si j'ai des relations avec quelqu'un parce qu'il y a élection, je ne veux pas le rendre civil. Écoutez, moi, j'ai des amis de la mouvance, j'ai des amis de l'opposition. Quand je vais chez celui de l'opposition, il m'attaque parce qu'il me fait des reproches parce que je les attaque à moi. Il pense que je leur lance des attaques par moment. Et puis, au niveau de la mouvance, l'autre aussi fait son débat. Mais ça ne m'empêche pas d'être ami avec eux tous. Mais le plus simple, je pense qu'il faut aller sur l'essentiel plutôt que d'aller sur ces détails-là. Le Bénin est un et indivisible. Parfait. Et Boni Yayi a remis le pouvoir à Patrice Talon. On sait ce qui s'est passé entre les deux par le passé. Mais Patrice Talon aussi va remettre le pouvoir tout à l'heure. Oui, bon. Ça, on n'en est pas encore là. Non, mais il a promis. Tout ira pour le mieux jusqu'en 2026. Vous l'avez suivi, n'est-ce pas? Oui, je dis tout ira pour le mieux jusqu'en 2026. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens ont servi Boni Yayi. D'accord? Mais quand le devoir les a appelés autour d'eux, je ne parle pas de ceux-là qui n'ont pas de conviction politique, qui n'ont que des intérêts à défendre dans leur vie. Il y a des gens qui ont des compétences et qui ont été appelés, qui font un travail et qui sont dans la mouvance là, mais qui ne parlent pas parce que là, pour leurs compétences, ils sont utiles pour la nation. Alors, ça veut dire que parce que Moussou Bruno, UP, Nouroudine Saka Saleh, quand même son père fait partie de la génération de Moussou Bruno. Et donc, il a eu la chance peut-être de voir ce monsieur-là en grandissant, en l'appelant tonton. Et vous voulez qu'aujourd'hui, parce que il est démocrate, il ne peut pas aller rendre visite. Et pourtant, les gens, il y a d'autres personnes dans la mouvance, dans l'opposition là, qui notamment vont voir ce monsieur-là pour lui demander conseil. D'accord. Nous allons revenir sur cette affaire de rassemblement au cours de la nuit Laurent Todekes. Hugues Hector Zogo, crise PRD, UP, Gratien Awameno suspendu. Le Télégramme nous en a parlé dans sa parution et puis plusieurs autres médias également. Que reproche-t-on concrètement à l'homme Hugues Hector Zogo, à part sa revendication persistante d'appartenance au PRD et des propos jugés contraires à la ligne du parti? Je ne suis pas militante de l'UPR et je ne siège pas au bureau exécutif national de l'UPR. Donc, je ne peux pas savoir ce qu'il lui reproche. La seule chose dont on est informé, c'est qu'il y a eu une demande d'explication et après la demande d'explication, il y a eu une réponse, naturellement. Quand il y a action, il y a forcément une réaction. Et quand on suit un peu les faits tels que les choses se sont passées, on se rend compte que l'ancien secrétaire général de l'ex-parti du Renouveau démocratique, à un moment donné, a dû prendre la parole pour se prononcer sur ce que j'appelle l'actualité. Ce qui n'a pas été du goût de ses pairs au niveau de l'Union progressiste et le Renouveau. Le parti auquel il appartient. Donc, si les tests, le règlement intérieur prévoit un certain nombre de choses et que vous ne le respectez pas, c'est tout à fait normal qu'on puisse, à un moment donné, vous appliquer la sanction. Juste là, ils ne sont même pas encore arrivés à une sanction disciplinaire. C'est juste que, de manière provisoire, on lui a demandé de pouvoir se retirer du bureau national. Il semble qu'il y a des sanctions disciplinaires engagées déjà, je crois. Bon, ok. Bon, annoncé. Est-ce que c'est pas encore
La sanction n'est pas encore connue. Alors, donc pour moi, ce qui se passe, c'est des questions d'intérêt politique. Mais jusqu'où cette crise au sein de ce parti va nous amener? Ils peuvent décider d'aller au-delà de 2026. Ça ne fait que... Ah bon? Oui, ils peuvent décider d'aller au-delà de 2026 parce que, n'oubliez pas, il y a une question très importante qui est là sur le tapis. Il y a le ministère de l'Intérieur qui semble avoir joué toute sa partition. Pour que l'on assiste, je vais dire, à la naissance de cette nouvelle formation politique qu'est l'Union progressiste de renouveau. Les autres, de leur côté, pensent qu'ils ne sont pas encore arrivés à cette étape-là, susceptibles de leur retirer le droit d'existence. Donc là, on se retrouve dans un débat juridique. Et ça voudrait dire que au moment où la tension pourrait monter davantage, l'une des deux parties pourrait prendre l'initiative de saisir la justice. Et si on prend la période dans laquelle on est aujourd'hui, si l'une des deux parties prenait la décision de saisir la justice, je ne trouve pas que le temps qu'on a en face de nous puisse permettre de vider ce dossier au point de situer les uns et les autres avant les élections de 2026. Encore que la plupart de ces acteurs qui se retrouvaient à appartenir à cette formation politique, qu'est le Parti du Renouveau démocratique, il y en a qui sont positionnés et qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. Est-ce qu'au moment où le parti voudra, donc à travers la personnalité de Maître Adrien Humbegi, saisir la justice, est-ce que ces acteurs-là vont rester fidèles à leur leader politique? Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire, c'est vrai que Maître Adrien Humbegi est en train de vouloir défendre un parti qu'il a pu mettre en place, mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous n'y avons plus intérêt. Nous nous retrouvons pleinement par rapport à cette fusion-là qui a été consacrée, et donc nous appartenons désormais à l'Union progressiste le renouveau. Ils peuvent le dire parce qu'il y a les enjeux électoralistes. On a les communales, on a les législatives et puis on a les présidentielles. Et donc, s'ils prenaient parti pour mettre Adrien Humbegi alors que le dossier n'a pas été vidé, la conséquence immédiate, qui n'est qu'une conséquence de droit, c'est qu'ils ne vont pas se retrouver sur les listes. Donc, ils vont sacrifier pratiquement les 5 prochaines années pour ne pas être acteurs, voilà, pour ne pas être présents sur la scène politique. Je ne vois pas les acteurs politiques qu'on a aujourd'hui au Bénin, en tout cas, membres de cette ancienne formation politique, faire ce sacrifice alors que le lendemain est incertain. Ils ne savent pas ce que la justice pourra décider. D'accord. Laurent Toninquès, suspension de Gratien avant Meno. Oui, il faut rappeler quand même que le parti a adressé par Girac Benossi, l'honorable, bien évidemment, une demande d'explication à Gratien avant Meno. Et donc, le 17 juin, il a répondu. Et on a vu le temps, en fait, en lisant cette réponse, le temps, les mots utilisés, et tout ce qu'il a pu dire dans cette réponse à la demande d'explication. Et donc, vous comprenez clairement que c'est de l'honneur des choses qui soient suspendues parce que c'est une procédure administrative. Vous êtes dans une formation politique et il y a une administration qui gère le parti, dirige le parti. Vous faites des fautes, on vous suspend. Et donc, oui, c'est tout à fait légitime. En réalité, rien n'a dit par rapport à ça. Maintenant, si on revient au contexte, ça me fait sourire parce que je me dis... Oui, parler du contexte. Évidemment, ce sur quoi on s'entend, c'est est-ce que le PRD est totalement dissous ou bien le PRD continue d'exister. Et moi, je voulais juste revenir une fois dire ce matin que si les gens ont fait une erreur politique ou
ont commis des erreurs, qu'ils assument et qu'on continue. Moi, je pense que dans cette affaire de fusion, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a des fautes graves qui ont été commises de part et d'autre. De part et d'autre. Et ça permet au PRD de surfer sur ces erreurs maintenant et de redire que, notamment Maître Adrien Oumbéji, de dire que oui, jamais le PRD n'est mort totalement. Et donc, ils peuvent reprendre leur logo arc-en-ciel et continuer. Et c'est en cela que je dis aujourd'hui, je crois que je l'avais dit il y a quelques jours, que ça va être un bras de fer jusqu'au-delà des élections générales. C'est que, parce que le gouvernement, ceux du gouvernement, notamment du parti UP, Union progressiste, alors devenu UPR, ne vont pas se laisser faire. Et étant donné que ça va être une bataille juridique, et que ils ont en face un praticien du droit, et ça va être argument contre argument. D'accord? Article contre article, démonstration contre démonstration. Et donc, finalement, qu'est-ce que ça peut entraîner? Quelqu'un qui a été magistrat déjà à moins de 30 ans déjà et qui connaît tous les rouages du droit et qui sait comment, en tout cas, interpréter le droit pour avoir gain de cause, quand vous avez affaire à quelqu'un du genre, ce serait, c'est vrai, l'ancienne génération contre la nouvelle génération, parce que en face, nous avons Joseph Tchouabouni qui est de la nouvelle génération des praticiens du droit au Bénin. Donc, on verra bien entre les deux qui pourra... Le face-à-face. Le face-à-face. Et donc, oui, justement, connaissant, étant donné que Adrien Oumbéji dit c'est un ancien de la maison qui connaît un peu les choses, il ne va pas se laisser faire aussi. Et donc, ça risque de tourner autrement. Et donc, pour ça, peut-être, ils vont exprès retarder les choses du côté de la mouvance pour que ça n'aboutisse pas. Et il y aura des interdictions qui seront faites au parti pour dire vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo. On ne veut pas voir ça. D'ailleurs, à travers certaines correspondances, on a déjà vu ça. Il ne peut pas continuer à utiliser le logo du PRD. Il ne peut plus faire des activités au nom du PRD, des réunions grandeur nature. Des mobilisations. Mais, comme je le dis, il y a la voix de Maître Adrien Oumbéji qui peut résonner et qui peut avoir un impact. Et c'est en cela que il y a la notoriété politique peut-être qui vous est parfois profitable. Lui, avec ce qu'il a pu faire à soi, apporte nouveau. Au-delà de ce qu'on peut dire, le PRD de 2026 ne pourra pas être le PRD de 1996 ou 2001 ou 2006. Pas évident. Sauf que, mais ce PRD, à travers les mots de Maître Adrien Oumbéji, peut quand même contribuer à aider le camp dans lequel il va se retrouver. Donc aujourd'hui, il ne peut plus aller faire une sorte d'alliance ou bien une sorte de fusion avec une autre formation politique. La seule chose, c'est qu'il va s'allier à ces gens-là. Il peut être signer un document comment vous appelez, d'appartenance à une formation politique le temps des élections et permettre à ce que ceux-là qu'il a positionnés pour les dernières législatives puissent être positionnés. Ceux qui sont positionnés pour les communales de 2020 puissent être positionnés. Et donc, ce sera juste son discours qui comptera, ce sera plus le logo. Et donc, dans ce cas de figure, est-ce que, véritablement, il pourra avoir gain de cause? Je pense que oui, mais est-ce que les autres de la mouvance pourront réussir à faire balayer de la tête des Porte-Neuviens? Parce qu'on a beau fait de dire que c'est le logo, mais en fait, c'est Adrien Oumbéji qui est aussi dans la tête de certains Porte-Neuviens et qui ne l'ont pas encore oublié. Parfait. Je pense que c'est l'occasion pour Patrice Talon de tuer politiquement Maître Adrien Oumbéji. Ça aura été... C'est-à-dire... de tuer politiquement. Maître Adrien Oumbéji. C'est-à-dire, vous allez le constater, parce que Maître Adrien Oumbéji s'est retrouvé quand même au perchoir de notre Assemblée nationale. Il a travaillé à ce que la mouvance présidentielle, à travers ces députés d'alors, puissent voter plusieurs textes de loi. On se retrouve aujourd'hui avec le cas précis de la réforme du système partisan. Cette réforme à laquelle il a beaucoup travaillé. Cette réforme qui ne donne plus le droit à un individu, donc à un leader, d'affirmer toute sa suprématie sur une région. Parce que désormais, ce n'est plus une question de région qui compte, mais c'est une question de suffrage national. Et c'est là où je suis très heureux pour ce qui se présente là, sur le terrain politique dans notre pays. Voyez-vous, les mêmes qui hier se retrouvaient là, à pouvoir mettre en place un arsenal susceptible de barrer la route
aux autres, à des personnes inconnues, se retrouve piégé. Maître Adrien Humbédié est en réalité piégé. Bon. Il se retrouve aujourd'hui piégé. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. Oui. La seule chose qui lui reste, c'est la justice. D'accord. Et les autres vont le conduire à taper la porte de la justice. Et c'est maintenant qu'il va découvrir ce qu'on appelle effectivement la politique au Bénin. Ah Puisque bon, donc il ne savait pas ce qui se la plupart de ceux-là qui l'accompagnent, jusqu'à l'instant où nous parlons, et qui continuent de dire, oui, monsieur le président, on ne doit pas laisser le PRD mourir, ce sont ces acteurs-là qui vont être positionnés par l'UPR pour prendre part aux élections. Il va se retrouver pratiquement seul. De toute et façon, même s'il allait au niveau de l'opposition, même s'il allait au niveau des démocrates, ils vont finir par se rendre compte que le résultat obtenu au niveau du département ne suffira pas. Parce que désormais, il y a le défi des 20%. D'accord. De toute façon, je crois que nous allons observer pour la suite. Je crois que tuer politiquement Maître Adrien Humbédié, c'est vrai que fermement, il a dit avec certainement oui, ça peut être un vœu, ça peut être un vœu de la mouvance présidentielle, mais je me pose la question de savoir s'ils vont y arriver. Parce que en 2020, les gens ont positionné quand même des enfants de Porte-Nouveau pour les communales. Et nous avons vu la suite quand même. On a vu les résultats. On peut citer 1, 2, 3 jusqu'à 5 noms. Là, on a 3 élections. Attendez, la même année. Attendez, on peut citer 1, 2, 3, 4, 5 noms qui ont osé quitter le PRD pour défier. Vous n'allez même pas citer les noms. On peut citer. Vous n'allez même pas. Qui ont osé défier Maître Adrien Humbédié à Porte-Nouveau, mais ont été à toutes les élections dans ce pays, on peut taper poteau. Les lots de consolation, finalement, c'est qu'on leur a trouvé le poste de préfet ou je ne sais quoi après. Mais c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, que ce soit Maître Adrien Humbédié ou Bruno Amoussou, quand vous dites qu'on peut tuer, vous pensez qu'on peut tuer Maître Adrien Humbédié politiquement aujourd'hui, c'est à croire qu'on peut tuer aussi Bruno Amoussou politiquement. En fait, il y a de ces personnalités, aussi longtemps qu'ils seront là, malheureusement, ils auront leur mot à dire. La seule chose que je recommande aujourd'hui, c'est qu'il faut que dans cette réforme du système partisan, qu'on travaille à avoir des militants qui viennent par idéologie, parce qu'avec le temps, les gens ont suivi d'abord des personnalités. Évidemment. Et puis malheureusement, nous sommes dans ce en plein dedans. On n'a pas encore des gens qui ont des convictions, qui pourraient vraiment s'attacher à une formation politique au point de contribuer à tuer politiquement quelqu'un. Malheureusement, Maître Adrien Humbédié ne s'est pas retrouvé dans la réforme du système partisan par conviction. Il vient de le démontrer. C'est pourquoi on lui donnera l'occasion de prouver une fois encore tout le poids politique qu'il a. Donc il a une occasion en or. Il a une occasion en or de prouver tout le poids politique qu'il a. Mais la réforme du système partisan viendra lui démontrer que désormais, ce n'est plus les leaders individuellement. Les leaders de l'UP, quand ils viennent devant caméra micro, ils disent ce qu'ils disent. Mais ils savent au fond d'eux que la meilleure option, c'est de trouver autre moyen pour... Parce qu'en l'état, si ce n'est que le discours, c'est qu'ils vont taper pour toi à Porte-Nouveau. Moi, c'est pas mon problème. Le plus important aujourd'hui, on va tous le disent publiquement. Mais quand ils vont dans les coulisses, ils sont conscients de ce que le fait que Adrien Humbédié fasse défection en ce moment précis, ce n'est pas bon pour eux. Moi, je ne veux pas savoir si c'est bon pour eux ou pas. Mais on va tous apprécier ce que la réforme du système partisan... Les jours à venir, on va apprécier. Voilà, c'est dans quelques mois, quelques semaines. En 2026, on verra. J'ai bien envie que l'on puisse se prononcer bien sur les démocrates qui sont, eux, de leur côté, préoccupés par le salaire de certains fonctionnaires. Et puis, ils ont quand même... ils sont montés au créneau, ils ont voulu savoir. Nous avons vu quand même le porte-parole du gouvernement qui a promis que le débat sera fait à l'Assemblée nationale. Laurent Toniquet, juste un mot et puis nous allons... Je crois que quand j'ai vu la question du Parti démocrate, je suis allé voir une ancienne émission que nous avons faite, 2 ou 3 où j'ai interpellé pour dire, à l'heure où nous parlons, le chef d'État travaille. Il fait de grandes choses, nous apprécions. Mais nous avons aussi besoin
pas ce souci de transparence, de savoir combien gagne le chef de l'État et combien gagne tel. Parce que quand il y a certains projets, on vient, on dit qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État. Mais s'il n'y a pas d'argent dans la caisse, mais on veut savoir au moins combien vous prenez. Donc vous êtes dans la posture des démocrates, vous voulez savoir. Je ne suis pas dans la posture des démocrates, je parle en tant que citoyen, en tant que journaliste qui a besoin d'informations pour communiquer. Parce qu'après, si les gens inventent des chiffres, après on dit que c'est de l'inforce, de l'intorse, c'est tout ce qu'on veut. Il faut être en mesure de défendre. Écoutez, la fiche de paie de Emmanuel Macron a été rendue publique. Son salaire net, brut, c'est 16 039 euros, environ 11 millions. C'est connu de tous les Français aujourd'hui. Ça veut dire que à un moment donné, si ça évolue, on doit pouvoir lui demander, c'est pas le salaire net, il y a d'autres considérations qui ont changé. Mais le salaire brut, pour vous dire quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir savoir, pas souci de transparence, ce que gagnent nos autorités. C'est vrai, on a vu une fiche de paie circuler qui parle du salaire des députés, d'accord? Et c'est en cela qu'à un moment donné, je n'étais pas d'accord avec les démocrates. Vous avez fait ce combat tout le temps. Vous n'étiez pas au Parlement. Vous aviez parlé de l'autre Parlement, Parlement monocolore, et puis après, vous venez au Parlement, et depuis 2023, on ne connaissait pas aussi leur salaire. Ils devaient être les premiers à dire, voilà ce que nous gagnons. Et nous estimons peut-être que ça, c'est trop pour un député bénin. Je crois qu'Awan Sagari l'a dit. Ce que vous dites, c'est que, est-ce que vous avez eu les chiffres là, en 2023, 2024, 2024? J'estime qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir ce que gagnent les députés, ce que gagnent les directeurs de société. L'autre qui parle l'autre qui s'attaque aux démocrates qui parle d'inculture, en réalité, oui, c'est sa manière. Lui, il est dans son rôle de vous est là pour tout dire, ce qu'il dit, ce qu'il pense des acteurs politiques. Mais il faut qu'à un moment donné, quand il y a des questions essentielles comme ça, qu'on reconnaisse que, par souci de transparence, le dernier paysan du Bénin a besoin de savoir ce que gagne l'autorité là-bas et pour que demain, lui, il puisse savoir comment exprimer ses besoins. D'accord, parfait. Hugues Zogo. Je peux vous donner un exemple très simple. Prenez la Tour Eiffel. Aujourd'hui, vous avez le montant de la Tour Eiffel sur Internet. Prenez la place de l'Amazon, qui est au Bénin. Est-ce que vous avez le montant? Est-ce que vous le connaissez en tant que citoyen? Non, excusez, vous savez, je fais ce parallélisme-là pour que nous puissions comprendre en fait que ce n'est pas une question d'acteurs politiques. Les acteurs politiques, eux, ils sont dans leur rôle. Ils surfent sur tout ce qui peut leur permettre... Donner du grain au moulin et tout. Tout ce qui peut leur permettre d'avoir de la masse derrière. Mais en réalité, ce n'est pas de ce débat-là qu'il est question. En tant que citoyen, vous imaginez toute la fierté que je nourris quand je prends par le boulevard de la Marina, quand je me retrouve devant le symbole de l'Amazone, et que je puisse dire, oui, je suis fier d'être béninois, mais sans pouvoir savoir concrètement ce que ça représente en termes de numéraire. Parce que demain, quand quelqu'un voudra peut-être mal parler de cette statue-là, je dirais, attention, je dois être en mesure de dire, cette statue-là nous a coûté tel montant, et c'est grâce à la résilience des filles et fils du Bénin sous le régime de Patrice Talon que nous avions pu réaliser ça. Au moment où on serrait la ceinture. Au moment où on serrait la ceinture. Ça voudrait dire que... Vous aviez posé la question et visiblement vous ne voulez pas me laisser. Allez-y. Donc, pour moi, la fierté dont on parle aussi découle de cette notion de transparence. Le montant que gagne le chef de l'État, que gagne un ministre de la République, ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas du tout un sujet tabou. Permettre aux citoyens de savoir combien ils payent à l'autorité, ça ne pose pas problème. Maintenant, le timing qui a été choisi par les acteurs politiques pour revenir sur la question, comme il a dit Laurent, alors que même quand ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale depuis plusieurs années, ils n'ont jamais pris la parole pour dire, bon écoutez, nous n'étions pas là, aujourd'hui que nous y sommes, voici ce que nous gagnons. Ça pose un autre débat. Un autre problème. Mais on ne va pas revenir dessus parce que là, ce n'est pas le moment. Moi, je pense, si vous permettez rapidement, sur la statue de l'Amazon, quand on a posé la question à un membre du gouvernement, il disait que si on dit que c'est 500 millions que ça a coûté, on dira que ce n'est pas de la qualité. Et quand on dit que c'est plus de 500 millions, qu'on dira après, les Béninois diront après que c'est trop cher. Et donc, par conséquent, ce n'était pas utile de rendre public le prix, le coût. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Transparence oblige. Annoncer les chiffres aux populations. Parce que demain, si on n'annonce pas les chiffres, quelqu'un peut venir et se tailler la grosse part, la part du lion et faire ce qu'il veut. Il faut qu'on ait une idée pour que déjà, par exemple, on parle de la statue d'Amazon. Si demain, quelqu'un veut nous faire
la statue de, comment vous appelez, je ne sais pas trop, vous rendre célèbre chez vous à Ouida. On doit pouvoir avoir une course pour le prix. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous.